Oui, bonjour. Mon nom est Marie-Claude Pétel. Je suis associée au cabinet comptable Demersboom. Et moi, c'est Karine Théa. Je suis directrice en fiscalité internationale à Demersboom. On travaille ensemble et aujourd'hui, le but de notre intervention, c'est de parler de fiscalité américaine. On ne parlera pas de fiscalité comme telle, mais juste avertir les sociétés québécoises, canadiennes de leurs obligations fiscales aux États-Unis. Alors, moi, je vais parler plus du fédéral, de l'IRS. Et moi, je vais parler du côté étatique, des États. On va parler de fiscalité aux États-Unis. Quand je rencontre des entrepreneurs, la plupart du temps, ma première question, c'est « Est-ce que vous faites affaire aux États-Unis? » La réponse, c'est non. Non, nous, on a une société canadienne, on fabrique tout au Canada, on rend nos services majoritairement à partir du Canada. On ne fait pas affaire aux États-Unis. La deuxième question que je pose, c'est « Est-ce que vous avez de la clientèle aux États-Unis? » Ah oui, à peu près 70-75 de nos clients sont aux États-Unis. Alors, la réponse que j'aurais tendance à donner dans un cas comme celui-là, c'est oui, vous faites probablement affaire aux États-Unis. Et oui, c'est possible que vous ayez à payer des impôts. Toutefois, il y a une convention fiscale entre le Canada et les États-Unis qui fait en sorte de m'exenter d'impôts dans, je dirais, la grande majorité des cas, si on respecte certains critères. Mais même si on est exempt d'impôts, il y a des choses à faire, il y a des déclarations fiscales à produire, même pour, ne serait-ce que pour demander à l'IRS la gentillesse de nous accorder l'exemption en vertu de la convention fiscale. Et à défaut de faire ces formulaires-là, bien, il y a des pénalités qui se rattachent. Vous savez, l'IRS a le bras relativement long, très long même. Donc, ils vont venir vous chercher avec des pénalités. C'est ce qu'on veut éviter aujourd'hui. La première chose à se poser, est-ce qu'on fait affaire aux États-Unis? Ma question est, faites-vous des ventes aux États-Unis à des clients américains? Est-ce que vous livrez chez le client américain? Si la réponse est oui, vous faites affaire aux États-Unis, même si ce n'est pas vos propres camions qui livrent, même si c'est des transporteurs indépendants, vous livrez à destination, même si on refacture les frais de transport, c'est faire affaire aux États-Unis. Quand on rend des services, même si on rend la grande majorité des services à partir d'ici, lorsqu'on va aux États-Unis, soit à la toute fin, donner une petite formation ou quoi que ce soit, c'est faire affaire aux États-Unis. Donc, vous constaterez que la ligne est très mince pour faire affaire aux États-Unis. Prenons pour acquis, dans notre cas, que vous faites affaire aux États-Unis. Maintenant, est-ce que notre société québécoise, canadienne, est imposable ou non aux États-Unis? Ça dépend si j'ai un établissement stable aux États-Unis ou non. Qu'est-ce qu'un établissement stable? En gros, si j'ai un bureau, j'ai un établissement stable aux États-Unis. Si on signe des contrats sur place aux États-Unis, j'ai un établissement stable aux États-Unis. Si on rend des services qu'on appelle de longue durée, là, plus de 183 jours chez le même client, on a un établissement stable aux États-Unis. La même chose si on a un chantier de construction de plus de 6 mois, on a un établissement stable aux États-Unis. Il y a d'autres cas, mais ce sont les principaux. Dans ces 4 cas-là, on fait affaire aux États-Unis, on a un établissement stable, on a des impôts à payer. Maintenant, si on fait affaire aux États-Unis, mais sans établissement stable, à ce moment-là, je n'ai pas d'impôts à payer. C'est ça la clé qu'il faut essayer de voir. Quelles activités on peut faire pour ne pas se créer d'établissement stable aux États-Unis? Si on ne va aux États-Unis que pour solliciter des ventes, on va sur place, on ne signe pas de contrat, on va chez le client, on rencontre, on expose nos produits et services, on revient, on signe à partir du Canada, on n'a pas d'établissement stable aux États-Unis. Si on fait affaire avec un distributeur, c'est le distributeur, on envoie nos biens chez eux. Lui, il peut faire ce qu'il veut, signer les contrats sur place, faire les ventes sur place. Comme ça va être des ventes conclues aux États-Unis, si c'est ça qui fonctionne le mieux. Bien, il n'y a pas de problème, en autant que le distributeur soit indépendant, naturellement. Là, je n'ai pas d'établissement stable aux États-Unis. J'en ai pas non plus. On peut même mettre des marchandises en entreposage aux États-Unis, tant que c'est juste pour faire du shipping. On n'a pas d'établissement stable aux États-Unis, donc ça, il n'y a pas de problème.
Et aussi, les compagnies de transport, généralement, ils n'ont pas d'établissement stable parce qu'ils font on prend la marchandise au Canada, on l'amène aux États-Unis, ou on prend la marchandise des États-Unis, on la ramène au Canada. À ce moment-là, quand on respecte ça, il n'y a pas d'établissement stable. Ça, c'est la beauté de la chose. Je dirais que dans notre clientèle, honnêtement, 90% des entreprises réussissent à opérer de façon convenable et très bien aux États-Unis avec beaucoup, beaucoup de ventes sans avoir d'établissement stable. L'important là-dedans, c'est de faire annuellement une déclaration fiscale pour demander à l'IRS l'exemption en vertu de la convention fiscale. Nous, on appelle ça dans notre jargon un Treaty-Based Return. C'est une déclaration fiscale basée sur le traité. Très important, la pénalité est de 10 000 pour ne pas faire cette déclaration-là. Ça peut être annuel, 10 000 ça peut être par transaction. Et quand je dis que l'IRS a le bras long, une simple vérification chez un de vos clients, en retraçant la facture de vous, fournisseur canadien, on pose des questions, on peut vouloir venir vous chercher. Une autre façon où vous allez devoir faire le Treaty-Based Return, comme on dit, c'est vous remarquerez vos clients ont déjà commencé, continuent de vous envoyer des formulaires à remplir. Ça s'appelle un W8 BEN, B-E-N. Ils vous envoient ça en disant, bien, complète ça si tu veux que je fasse ton paiement sans retenue d'impôt. Parce qu'autrement, ils vont faire votre paiement avec une retenue d'impôt de 30 là, du produit de la vente. Alors, quand ils vous envoient ce formulaire-là, ils disent « signez-le ». Par contre, ce n'est pas tout de le signer, de le compléter, ça vous prend un EIN, Employer Identification Number. Employer, ce n'est pas nécessairement payroll, c'est un numéro d'entreprise. Donc, en demandant le EIN pour mettre sur le formulaire W8BEN pour donner à votre client afin d'éviter la retenue d'impôt, à ce moment-là, bien, vous venez dans le système de l'IRS et vous devrez produire vos déclarations annuellement. En fait, c'est une bonne chose, cette façon-là, parce que ça vous évite finalement de vous faire attraper dans le détour par la suite. Le client, finalement, a pris la précaution de vous demander de faire ces démarches-là au début du processus. Donc, l'avantage de ça, c'est que vous êtes protégé pour vos ventes aux États-Unis. Alors, je laisse la parole à Karine, qui va vous parler des États américains. Parce que vous savez, il y a plusieurs États américains et ce ne sont pas tous les États qui respectent la convention fiscale, qui l'acceptent. Plusieurs imposent des impôts, toutes sortes de taxes. Karine est notre experte en la matière, alors je lui laisse la parole. Merci Marie-Claude pour la partie fédérale. Maintenant, nous allons passer à la partie étatique. Donc, une fois que le côté fédéral a été résolu, malheureusement, la fiscalité américaine n'est pas tout à fait complète. En effet, les États ont le choix de suivre la convention fiscale ou non. Donc, dans un État qui ne suit pas la convention fiscale, à ce moment-là, il faut regarder si on a nexus dans l'État et si on peut être exempté par le Public Law 86272. C'est quoi Nexus? Donc, Nexus, si vous avez des biens aux États-Unis, si vous avez un employé aux États-Unis ou si vous effectuez des ventes ou des services aux États-Unis. Donc, comme je vous disais tantôt, si vous avez Nexus dans l'État, ça permet à l'État de vous charger une taxe. Donc, au niveau étatique, il existe plusieurs types de taxes. Il existe comme le Gross Receipt Tax, il existe le Capital Tax, il existe également l'impôt corporatif. Donc, il existe une panoplie d'impôts étatiques aux États-Unis. Il y a également l'exemption apportée par Public Law 86272 qui régit le commerce interétatique. Ça permet d'éviter la double imposition si vous faites affaire dans plusieurs États. Donc, qu'est-ce que les grandes lignes du PL 86272? C'est si vous faites la sollicitation dans l'État et que vous livrez de la marchandise d'un point à l'extérieur de l'État vers l'État, à ce moment-là, vous pourriez être exempté selon PL 86272. Toutefois, ce n'est pas tous les États qui accordent cette exemption-là à des sociétés étrangères. Donc, c'est un point à regarder. Entre autres, la Floride suit la convention fiscale. Donc, si vous faites affaire aux États-Unis et en Floride plus particulièrement, vous serez exonéré d'imposition aux États-Unis parce que cet État suit la convention fiscale.
Si l'État dans lequel vous faites affaire ne suit pas la convention fiscale, vous avez Nexus, c'est pas exonéré selon PL8627 et tout, alors à ce moment-là, vous devez produire une déclaration d'impôt dans l'État et selon le type de taxe qui existe dans l'État, c'est-à-dire le grocery tax, le capital tax ou l'impôt corporatif, à ce moment-là, vous devez faire une déclaration d'impôt et payer l'impôt étatique. Une fois que l'impôt étatique est résolu, malheureusement, c'est pas fini. Il y a également la taxe de vente américaine. Et je vous parlais tantôt de Nexus et pour l'impôt, la taxe de vente américaine, il y a également la notion de Nexus pour chaque type de taxe. Et pour la taxe de vente, le Nexus, pour l'atteindre, le seuil est encore plus bas qu'au niveau de l'impôt corporatif. En effet, pour la taxe américaine, vous avez juste à vous mettre l'orteil dans l'État et vous aurez Nexus pour la taxe de vente. Donc, il faut établir si vous avez Nexus dans l'État et après établir si vos produits sont taxables dans l'État. Donc, si vous avez Nexus et vos produits sont taxables dans l'État, à ce moment-là, vous devez charger la taxe de vente à vos clients. Je voudrais également mentionner que la taxe de vente est régie par les États et non par le fédéral. Donc, chaque État a son taux, chaque État a ses propres règles et donc, c'est 50 États à regarder pour la taxe de vente. Donc, pour aller chercher plus d'argent dans leur coffre, les États essayent d'aller chercher plus d'argent au niveau de la taxe de vente. Donc, de façon générale, au début, dans les années 50, c'est plus les ventes de biens tangibles qui étaient taxables. Et de plus en plus maintenant, vu qu'on va vers un marché de services, à ce moment, les États vont taxer de plus en plus les services. Est-ce que vous détenez une propriété en Floride? Est-ce que vous la louez? Saviez-vous que pour les revenus locatifs de moins de 6 mois, la taxe de vente est applicable en Floride? Et vous devez la remettre aux autorités fiscales de la Floride de façon soit mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Donc, la taxe de vente, c'est un aspect important de la fiscalité américaine qu'on ne doit pas laisser de côté. Au niveau de la taxe de vente, il y a un État plus particulièrement qui a mené le bal au niveau de la taxe de vente au niveau Internet. New York a parti ce qu'ils appellent la Amazon Tax, qui est une taxe basée sur les ventes effectuées à travers Amazon. Donc, si vous faites affaire aux États-Unis et vous vendez à travers Amazon, vous aurez probablement des obligations de taxes de vente à remettre et à charger à vos clients américains. Est-ce que vous effectuez plusieurs ventes aux États-Unis à travers l'Internet? À ce moment-là, il faut regarder une proposition législative qui est en cours, qui fera en sorte que toute compagnie qui effectue des ventes de plus de 1 million à travers les États-Unis devra charger la taxe de vente à tous ses clients américains. Donc, c'est une proposition législative qu'on pense qu'elle va passer prochainement. Donc, c'est un aspect à regarder si vous effectuez plusieurs ventes aux États-Unis à travers l'Internet. Une fois qu'on a regardé si on a Nexus, plusieurs États ont établi ce qu'on appelle un Bright Line Nexus. Donc, si vous n'avez pas d'employés aux États-Unis, si vous n'avez pas d'actifs aux États-Unis, mais vous avez atteint un certain seuil de vente dans l'État, l'État va considérer que vous avez Nexus et à ce moment-là, vous devez produire une déclaration et payer l'impôt dans l'État. Donc, c'est un point important à faire parce que même si vous faites affaire aux États-Unis sans présence physique au niveau étatique, vous pourriez avoir des obligations fiscales dans l'État. Donc, si vous faites beaucoup de ventes aux États-Unis, donc vous faites affaire aux États-Unis, la fiscalité américaine ne devrait pas être un frein à votre expansion économique aux États-Unis. En fait, une connaissance de base de la fiscalité américaine et de vos obligations fiscales peut s'avérer important dans cette démarche. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations en fiscalité américaine, n'hésitez pas à nous contacter.